Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 60 minutes montre en main. Je suis Quentin Liénard. Vous me connaissez peut-être sur Instagram pour ma page 1 minute montre en main où en 1 minute, je parle de théorie horlogère, de grandes complications, mais aussi de montres iconiques. Et vous m'avez réclamé plus, sauf que moi tout seul, j'arrive pas à tenir 60 minutes. C'est pour ça que j'invite des gens maintenant avec moi. 60 minutes montre en main, c'est donc le podcast qui s'intéresse à ceux qui font, à ceux qui vivent et à ceux qui font vivre l'horlogerie. Aujourd'hui, je reçois Andrea Furlan. Enchanté, Quentin. Ça va? Ouais, très bien. T'es content d'être là? Super studio. Ah, c'est pas mal ici, Sympa. hein? Ouais, très bien. Et alors, comme ton nom l'indique, tu es le cofondateur de Furlan Marie. On va donc retracer ton parcours jusqu'à la création de la marque, ce que tu as fait avant, ce que tu as fait depuis. Ensuite, on va parler d'horlogerie en général, de ta façon de réfléchir, de concevoir, de penser les choses et de ce que tu veux faire pour l'avenir. Ensuite, je te poserai quelques questions à faire un petit jeu. Il va falloir trouver une montre par occasion. Et puis à la fin, je te demanderai si tu es d'accord de m'ouvrir ton carnet d'adresses et de me conseiller quelqu'un à inviter pour prendre ta place pour un prochain épisode de 60 minutes montre en main. Est-ce que le programme te convient? Parfait. Allons-y. Eh ben, on y va. On commence par le tout début. Tu es un enfant du pays, né à Genève en 92. On a quasi le même âge. Et alors, c'était comment l'enfance d'Andrea Furlan? Très passionné, je faisais plein de dessins partout sur les tables, les murs, etc. Et j'ai toujours dessiné et voulu créer des choses de mes mains. Mon père était dessinateur technique dans la chirurgie. Ok. Et après, il est parti, il a créé une entreprise de nettoyage. Et ma mère était dans la banque, donc rien à voir. Mais voilà, ils m'ont tout de suite, avec mon frère, on a pu faire tout ce qu'on voulait, piano, violon, on a fait du sport, basket, natation, athlétisme, etc. Et puis, beaucoup de dessins et de création. Donc, mon père m'a appris à dessiner encore à la main avec les anciens Rotring, l'encre, on dessinait sur les papiers calques et puis on effaçait avec le cutter, Ok. la pointe du cutter. Voilà, j'ai appris comme ça à dessiner avec une table millimétrée, etc. Puis je recopiais je faisais d'abord des voitures, je voulais faire designer automobile. Ok. J'ai fait beaucoup de montres, je prenais les magazines de montres, je les dessinais, je les recopiais avec le papier calque et pour voilà, prendre les proportions. Et je pense que voilà, ça m'a depuis tout petit, quoi, je fais ce genre de choses. Et ouais, j'ai fait plein de choses autant sport, donc beaucoup d'athlétisme et Mhm. beaucoup de piano aussi. Donc ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et surtout, ça m'a aidé à gérer le stress quand, voilà, après avec Furlan-Marie, avec les histoires de précommande, etc., peut-être qu'on va y revenir, ça m'aide à gérer, à temporiser les choses. Avec En- le sport aide beaucoup à ça. Encore aujourd'hui? Ouais, Ok. le sport aide beaucoup. Et puis le piano, quand on fait une masterclass ou bien une audition devant une centaine de personnes, ça aide en fait à... Voilà, même si je reste encore très timide et très réservé, mais ça m'a beaucoup aidé. T'imagines encore les gens tout nus quand tu parles en public pour pas être Non, non, non. stressé. Mais alors, du coup, c'est quoi? C'est ton père, tu le voyais dessiner, tu t'es dit je veux faire comme lui? Ou il t'a mis un crayon, il t'a dit viens, fais comme moi? Ça s'est passé Il comment? dessinait super bien, il dessine toujours super bien, un peu moins maintenant, mais des BD, il adorait la BD, donc il dessinait côté un peu comique, aussi très précis avec tout ce qui est voilà, millimétré, etc. Donc on dessinait ensemble pendant les vacances, Ok. et ma mère aussi, elle peignait, etc. Donc c'est peut-être ce côté aussi technique un peu que j'ai appris de lui. Et j'ai continué comme ça. Fil rouge, c'était les voitures, puis ensuite j'ai jamais fait... j'ai jamais été directement dans l'horlogerie, j'ai toujours essayé quelque chose, me challenger sur plein d'autres choses. Mhm. J'ai fait le collège en bilingue allemand, histoire et philosophie des sciences, alors que ça avait rien à voir. Ok. J'ai fait ouais, des biologies, j'ai fait l'école, l'ECAL à Lausanne en design industriel. Mhm. Donc il n'y avait pas du tout d'horlogerie, mais on a appris à dessiner des tables, des meubles, des chaises, des snowboards, des lampes. Ça, c'était incroyable de pouvoir faire ça. Et puis, toujours après, avec une ligne directrice, une ligne rouge, enfin, ligne directrice, c'était l'horlogerie. J'étais passionné par ça depuis que j'ai ouais, 15 ans, Mais ça t'est tombé 12-15 dessus. ans. Ça t'est tombé dessus comment? C'était mon grand-père qui avait une Rolex, on lui avait offert ça à la retraite. Ok. Il ne l'enlevait jamais, jamais, jamais. Et elle était nickel. C'était un peu, tu vois, le grand-père italien, voilà, voilà, il ne l'enlevait jamais. Et puis, sauf quand j'étais là avec lui à manger à midi, il l'enlevait, puis moi, je pouvais la dessiner. Ok. Donc, puis il m'a dit une fois, voilà, quand je serai plus là, tu l'auras. Donc ça m'a fait quelque chose. C'est tout ce qui a rapport
avec les montres, s'il y a un souvenir derrière ou ce qui se rattache à la montre, à l'objet, ça me passionne. Et on a voulu recréer ça aussi avec Florent-Marie, Mhm. de créer des histoires autour des montres et des modèles et de raconter ça. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus... les gens vont plus être sensibles à ça aussi. Oui, ça parle C'est- beaucoup, l'histoire, l'objet, ouais, et puis on l'attribue à quelqu'un, toi, à ton grand-père. clairement, ouais. Et du Mm. coup, elle est où cette Rolex aujourd'hui? Elle est à la maison. Ouais. Ok, Je la porte souvent aussi. ok. Là, ouais, je voulais faire aussi donc des voitures, design Mhm. automobile. Donc mon père, il m'amenait 2 fois par jour, soit pour des stages en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, pardon, il venait me rechercher le soir. Ok, Et je faisais 3 jours, 5 jours, une semaine chez Chopard ou Hublot. J'ai fait HD3 Complications, Sarkar et puis d'autres. L'atelier Xavier Pernou à la Chaux-de-Fonds, un designer horloger. ok. Et voilà, à chaque fois, il était assez ouvert à m'emmener là-bas. On est même allé en Italie dans une école de design automobile. Donc là, j'ai vu qu'il y avait énormément de designers qui dessinaient plein de petites parties de la voiture et ça me correspondait moins. Mhm. Donc je me suis dit que voilà, les montres, en fait, on dessine de A à Z presque le produit et puis ce qui sort de notre esprit va peut-être directement, on va le voir directement dans une boutique et ça m'a beaucoup plus plu. Mais est-ce que tu n'étais pas un peu impatient? Est-ce que celui qui dessine un rétro pendant 20 ans, au bout d'un moment, est-ce qu'on lui dit pas, bah maintenant, tu as le droit de faire le capot? Ouais, mais bon, alors il y avait Oui, 200 designers chez Pininfarina, je sais pas combien, mais ouais. pour un directeur artistique, c'était un petit peu plus pilé. Bon, voilà, en Suisse, il y avait l'horlogerie. Mhm. En Italie, il fallait tout de suite aller en Italie, en Allemagne ou autre pour le design automobile. C'est pour ça que j'ai fait les études en allemand pour aller à Pforzheim, à l'école d'université de design à Pforzheim, Ok, ouais. pour aller peut-être chez voilà, BMW, Porsche ou Mini. Mais je me suis tourné vers l'horlogerie à 15 ans. D'accord. Ouais, Mais il y avait quand même un plan, quoi. Tu fais tout un peu à fond, j'ai l'impression, quand on ah ouais, regarde ça ton c'est. parcours, parce que tu as dit, j'ai fait un peu de piano et de l'athlétisme. D'en parler 2 minutes, c'est plus qu'un peu. Ouais, j'ai fait 12 ans de piano classique, Mhm. avec des concerts en soliste, en concerto aussi, avec de l'orchestre qui était derrière. 2 pianos comme ça avec l'orchestre derrière, c'était magnifique. Ça, c'était des bons souvenirs. Mon frère il faisait du violon, on faisait des duos de violon aussi et piano, Ok. accompagné aussi des danseuses au piano. Et puis d'un autre côté, l'athlétisme, moi j'ai fait ouais, pas mal de un assez haut niveau en athlétisme. Oui, il y a eu Les JO, ouais. les JO de la jeunesse, c'est ça? Ouais. Voilà, JO de la jeunesse, je suis allé à ce niveau-là. 4 fois champion suisse, puis après JO de la jeunesse. Ouais. Niveau gestion du stress, c'est pas mal, ça aussi, je pense. Ah, bah ça, c'était incroyable. Je me suis échauffé avec Usain Bolt aussi à Athletissima. On a pu s'échauffer ensemble. Ok. Et puis, bon, lui, il avait son 400 mètres, etc. Nous, on faisait le 1500 mètres. Mhm. Et c'était incroyable. Que ça soit la course d'escalade à Genève ou l'athlétisme, c'est la foule, ça te porte, quoi. Les 200 derniers mètres, c'est incroyable. Ah ouais, ça t'emmène? Ouais, ça me manque. Ah ouais? Ouais. Tu Mais cours c'est un plus peu. du tout aujourd'hui En ou? fait, à l'ECAL, donc l'université de design, même au collège, ils ne me permettaient pas de faire sport-études. Mhm. Donc, il fallait choisir. Ok. Voilà. Donc, j'ai dû arrêter à ce moment-là. Un peu tout, parce que l'école, ça prend énormément de temps. On avait graphisme, typographie, photo, histoire de l'art, cinéma, etc., design. Puis le soir, on devait faire les prototypes en atelier. Ok. C'était un peu de tout. Et ça m'a aussi aidé pour. Après, on va revenir sur le Kickstarter, je pense, mais ça Mhm. m'a beaucoup aidé à toucher un peu à tout sans être expert dans tout, mais ça m'a permis de pas de. J'ai pas dû prendre une agence de design ou une agence de photo au tout début. Ok. Ouais, t'as une vision globale du produit et de Ouais, comment je le fais un mettre en peu. valeur. Voilà, il y avait mon père qui tenait l'appareil photo, ma mère elle était au poignet, mon frère il était avec le diffuseur, c'était sur la terrasse. Ok. Ah On ouais. a commencé comme ça, j'étais dans ma chambre. Voilà. Ah, tu nous fais la légende de tout a commencé dans une cave en Ouais, croquant une pomme. C'est un ça, peu ça. c'est dans une chambre. Et donc, tu as appris quoi à l'école à part tout ça? Est-ce que tu as appris le dessin, vraiment, les proportions, des choses comme ça très techniques qui t'ont servi plus tard? À Ou l'école. c'est vraiment le global qui t'a servi? Lesquels il y avait pas trop de. Il y a même plus trop, je crois, de cours de dessin. Mais on a eu des cours de dessin encore, la propédeutique, donc l'année passerelle pour les 3 années après de l'école. Donc Ok. j'ai fait 4 ans en tout. Et il y avait des cours de dessin. Donc on apprenait plus ou moins à dessiner avec un prof. C'était une fois par semaine, Ok, ouais. pas beaucoup. Donc souvent, on savait déjà dessiner avant. Mais c'est grâce aussi au stage que j'ai fait dans l'horlogerie, soit une dizaine par là, où j'ai pu créer des. Voilà, on m'a appris à dessiner. Par exemple, chez Chopard. Bon, j'avais fait un pendentif pour Federer. C'était un cadeau qu'on lui a offert après. Et pendant 3 jours, j'ai dessiné des diamants
façon Chopard. Donc, ils m'ont appris la technique à la gouache, etc. Avec les petits stylos, les feutres, là, les couleurs. Je sais plus quelle couleur, je sais plus quelle marque c'était, mais c'était super. Donc, dessin à l'encre, c'était magnifique. C'est des œuvres d'art ce qu'ils font là-bas. Et puis, d'un autre côté, il y avait chez Atelier XGC, donc Xavier Pernoud à la Chaux-de-Fonds. Je pensais que j'allais faire des montres, puis en fait, il m'a mis une vieille pendule tout au fond, puis il m'a dit, maintenant, voilà, t'as un crayon. Puis c'était à l'ancienne, il fallait prendre le crayon comme ça, les proportions Pour faire les avec le proportions. doigt, etc., les remettre. C'était une autre façon, mais c'était super. Et comment tu arrives à te retrouver chez Chopard à faire un dessin pour Federer? C'est quoi? C'est en stage, ça? Stage, ouais, j'ai demandé. Alors, c'était quoi? D'abord, je crois que c'était d'abord Hublot. J'ai fait un stage chez Hublot. C'était dans l'ancienne entreprise Hublot, donc Ok. c'était en 2009 ou 2008, avec Jean-Claude Biver, encore dans l'ancienne entreprise, à Nyon, une grande tour rose. Il y avait d'ailleurs Pierre Biver qui dessinait au Neocolor à cette époque-là. Ok. Et puis moi, j'étais là en train de dessiner des cadrans. Et après, j'ai demandé à Chopard, j'ai envoyé une lettre de motivation à Chopard avec les dessins que j'avais fait, etc. Ils m'ont accepté. En fait, je disais toujours, c'est des stages d'éveil, que c'était des stages gratuits. Ouais. Mais ça m'a permis d'avoir une dizaine de stages, même gratuits, quoi. Il y en a maintenant, ils veulent des stages payants tout le temps, etc. Stage gratuit, stage d'éveil, j'ai pu apprendre tellement de choses en 3 jours, 5 jours, même 2 semaines, que voilà, moi, ça me suffisait. En 3 jours, j'ai pu même dessiner avec Chopard pour Federer. Ouais, puis après, mine de rien, ça te fait une ligne qui est quand même sympa sur ton, Ah ouais, sur ton CV, quoi. Enfin, ouais, puis maintenant, ça fait. beaucoup Je de crois que j'ai lignes. eu 22 expériences Ah, trop professionnelles, bien. mais bon, c'est pas. Voilà, c'est des 3 jours, des 5 jours, mais au moins, ça m'a vraiment appris plein de choses, et puis surtout le milieu, aussi les contacts. Là-bas, j'ai pu voir. Il y avait Lionel Favre, qui était directeur artistique de Chopard. Je crois qu'il est parti chez Roger Dubuis, puis après, j'ai géré le Coultre. Et voilà, des fois, on se parle encore avec les contacts que j'ai eus. Même Jean-Claude Biver. Alors Jean-Claude Biver, c'était marrant parce que j'avais téléphoné à la société Hublot pour un stage. Il m'avait dit non, c'est pas possible, on n'a pas de stage, etc. Puis j'ai trouvé l'email de Jean-Claude sur Internet à l'époque. Mhm. Je lui ai écrit, puis à 3 heures du matin, il m'a répondu. Il m'a dit, voilà, je vous mets en contact avec ma, ma bras droit à l'époque, c'était Marine Lemonnier, qui a l'agence de presse 289 Consulting. Mhm. Et grâce à elle, j'ai pu avoir le stage avec Jean-Claude Biver. Donc, c'est pas une légende qui se levait aux aurores pour Non, faire ses mails avant d'aller balader le chien non, ou, ou je sais pas quoi. Ouais, j'avais entendu qu'il racontait ça. ouais. Ok, donc plein de beaux stages. Et Dominique Renaud dans l'histoire Ouais, qui juste. apparaît pendant Ouais. ton bachelor, c'est ça? Alors, ouais, pendant les CAL, donc 4 ans, j'ai créé une montre à la fin quand même, hein, parce qu'il fallait quand même Ok. que je C'était un fasse projet d'école? projet de bachelor. Et tu devais choisir ce que tu voulais comme objet. Les autres, ils ont fait des chaises Ils et ont toi, fait t'as plein fait. d'autres choses. Moi, j'ai dit, je voulais faire une montre. Ils n'étaient pas très d'accord à faire une montre, mais j'ai pu faire ma montre comme je voulais. J'étais même allé en Chine pour. Enfin, j'ai demandé en Chine pour faire des prototypes, parce qu'en Suisse, c'était exorbitant les Ouais. prototypes. Euh, donc, c'était mon premier point avec la Chine après. Mais à l'ECAL, pendant voilà, une année, non, c'était quoi, 8 mois de bachelor, je faisais ma montre, etc. Et puis, il y a un ami à moi qui gérait le Mass Challenge à Lausanne. À l'époque, c'était à Renan. Donc, c'était une compétition de start-up, etc. Il y avait un horloger, donc Dominique Renaud, qui s'est installé là-bas et Mhm. il cherchait un designer. Ok. Donc, et cet ami de mon père m'a dit, voilà, il y a un horloger qui est juste à côté, là, est-ce que tu peux le rencontrer? Et je l'ai rencontré, et puis il m'avait proposé peut-être de les accompagner en stage, mais j'étais en plein bachelor, donc c'était tous les jours bachelor, quoi, Mhm. c'était hyper intense. Et j'ai quand même accepté, donc entre l'école et Dominique Renaud, il y avait 300 mètres, 500 mètres, je courais la journée entre un cours et puis mon stage. Et puis Dominique m'a aidé à finir le bachelor, la montre. C'est lui qui avait mis les aiguilles, etc., qui avait fait le positionnement. Et même, j'étais là, allez, faut se dépêcher, je dois partir en bachelor. Et puis, il m'a aidé en fait à finir. Et le lendemain du bachelor, j'étais embauché en tant que stagiaire. Ok. J'ai fait quelques mois de stage là-bas. Et après, CDI, designer, donc on était quatre. Il y avait le CEO, l'horloger, l'ingénieur et moi. Et on a dessiné ensemble une montre, participé au design, une montre à plus d'1 million de francs suisses, la DR01. Donc ça recrée ouais, tous les principes qu'on connaît de l'horlogerie à peu près avec le balancier spirale qu'on connaît des montres. Mhm. Là, il n'y en avait plus du tout, c'était un tout nouveau système.
brevetée, etc. Mais la montre était assez imposante. Mais c'était un manifeste horloger. Et grâce à lui, grâce à Dominique Renaud, qui est le cofondateur de Renaud et Papy, Mhm. j'ai pu apprendre énormément de choses. J'étais à côté de l'ingénieur et de lui. Et on apprenait, c'était de la recherche horlogère. Donc j'apprenais tous les jours sur l'horlogerie, sur pas des choses qu'on parle même pas dans des marques horlogères, parce que c'est des départements fermés. Mhm. Et là, j'ai pu voir les contraintes techniques, etc., comment faire les choses. J'ai pu même aider au design sur des vis, des ponts. On a dessiné ensemble des rouages. C'était incroyable. Et il y avait à côté Gaël Peterman et Florent Beda. Mhm. Donc Peterman Beda. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils étaient juste à côté de nous. Ok, C'était nos voisins. Et après, ils ont lancé leur. Je crois qu'ils sont restés à Renan. Ouais. je crois. Ouais. Ailleurs, mais ouais, à Renan. Ok, trop bien. Donc en sortie d'études, tu te retrouves là dans le, Je suis dans le cœur du réacteur, quoi. le seul pigeon qui est resté à Renan, alors que tout le monde, mes amis, sont partis à Londres, en Italie, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Parce que le design en Suisse, c'est assez compliqué. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais le reste est parti. Parce que le design industriel à l'international, voilà. Et moi, je suis resté là. Mais c'était une opportunité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, voilà, après les cales, j'aimerais bien vivre quelque chose, voyager ou même prendre une petite pause. Mhm. Maintenant, j'ai décidé d'aller all-in dedans et ça m'a bien servi, quoi, vraiment. Et si ça n'avait pas joué, tu serais parti faire du design ailleurs sur autre chose que de Monter un l'horlogerie, tu penses? studio de design, ouais, j'avais déjà commencé. Ok, J'avais fait deux, trois choses pour deux, trois personnes. J'avais créé un studio, c'est Andrea Furlan, le studio. ok. J'avais fait des rendus 3D pour des gens dans l'horlogerie. Ah, mais dans l'horlogerie toujours? Dans l'horlogerie, mais aussi industrielle, ouais. Ok, Ouais, j'avais une d'accord. marque j'avais fait même un tabouret, j'avais un concept de lampe un peu connectée, etc. Donc il y avait plein de choses, mais l'horlogerie, c'était quand même de cœur, quoi. Ouais, c'était là depuis longtemps, tu as eu l'opportunité, tu as sauté. Et du coup, tu es quand même resté 4 ans, c'est ça, si je me Ouais. trompe pas? 4 ans, puis après, un peu au bout, voilà, je voulais voir autre chose, créer autre chose, créer une marque, Tu avais déjà l'idée de créer ta marque? ouais. Mais il fallait aller ailleurs pour ça. Et à ce moment-là, j'avais rencontré Ahmad, donc on a parlé ensemble, on avait des idées de dessin, de concept, d'architecture, de plein de choses. L'horlogerie était une possibilité. Mais avec Dominique Renaud, je lui en ai parlé, hein. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire autre chose. Puis il m'a dit, vas-y, et puis dans quelques années, on se retrouvera. Et puis voilà, puis on s'est retrouvés après pour le quantième perpétuel séculaire. Ok, On bah a oui. créé ensemble, ouais. Mhm. Mm. Ok. Est-ce Enfin, il a son idée, mais que tu peux nous parler un peu de cette rencontre quand même qui fait que tu es là aujourd'hui parce avec que Ahmad. ouais, parce qu'il y a Furlan, mais il y a aussi Marie. Ouais. Alors Ahmad vient d'Arabie Saoudite, de Riyad. Il a fait ses études en Australie, mais famille aussi du Qatar. Et c'est un artiste, il dessine super bien plutôt à l'iPad lui, mais il Mhm. peint aussi. Donc c'est vraiment deux artistes. Voilà, on est les deux en train de s'appeler tous les jours, dessiner, etc. Même à plusieurs milliers de kilomètres. Parce que après, je vais en parler après, mais il y a eu le Covid. On Mhm. était bloqués les deux dans nos pays. Ouais. Donc on a créé la marque comme ça pendant le Covid. Et vu que ça C'est- fonctionnait comme ça, vous avez dit on reste comme ça, pas besoin que toi t'ailles t'installer là-bas ou que lui Non, vienne. en termes d'organisation, d'opérationnel, c'est mieux ici. Puis après, lui, il avait toute cette communauté. Il m'a dit, voilà, j'ai beaucoup de contacts. On peut activer tous ces contacts au Moyen-Orient. Donc, ça serait la voie, et ça a été la voie. Et c'est la voie et les yeux au Moyen-Orient. Il s'occupe de tout ce marché-là. Il voyage en permanence, discute avec les gens, les collectionneurs. On s'est rencontrés à Genève voilà, ça fait quoi, 10 ans maintenant? Non. 11 ans, je Ouais, crois que c'était en ouais, bah 2014. ouais, 11 ans. Ah, ça fait ouais, 11 ans. Ça passe vite. Et puis, du coup, on avait plein d'idées de design, de choses comme ça. Donc, j'ai pu voir aussi qu'il y avait de la matière et qu'il dessinait bien, il y avait des idées. Donc, on a dit, OK. Bon, on s'est dit, si on commence quelque chose, on met zéro en budget, par exemple, marketing. Bon, on commence avec zéro les deux. On Ok, a dû mettre 10 000 francs dans les prototypes ok. pour commencer notre Kickstarter. On a commencé avec ouais, presque zéro, quoi. D'accord, mais alors ça c'est pas fait tout de suite, hein, c'est pas tout de suite en sortant de chez Non, Dominique je suis allé Renaud. en Chine, sac à dos, travailler pour des groupes horlogers là-bas. Et là-bas, j'ai pu voir un peu comment ça se passait, parce que c'est vrai que sur Internet, quand on est en Suisse, il y en a plein qui le font, ou ailleurs, ils font un email à des fournisseurs, etc. Donc le site, il est magnifique, très beau.
Une fois, quand on va là-bas sur place, il y a la Chine et la Chine. C'est vraiment, il y a la Chine, il y a Apple là-bas, il y a groupe horloger suisse, énormément de Mhm. groupes horlogers suisses là-bas. Sinon, on est très transparent là-dessus. Donc, il y a Chine et Chine pour moi. Et là-bas, j'ai pu voir des laboratoires de CNC magnifiques et d'autres où les gens travaillaient par terre. Ils polissaient les montres par terre et ils les jetaient derrière. Ok, J'ai reconnu deux, trois boîtiers d'horloger bien connu. suisse, ouais, bien connus. Et Et donc, il y du- a de la commande numérique d'un côté, et puis il y a pieds nus par terre de l'autre côté, quoi. ouais. Ok, ouais. Donc, il y Donc, a les CNC posés à même la terre. ah ouais, Ouais. Alors, voilà, il y a ça et ça. Il faut juste bien choisir. C'est pour ça que j'étais là-bas aussi, pour voir comment ça se passait. Après, j'ai fait un crochet par Los Angeles pour apprendre un peu dans le e-commerce. ok. C'était chez WatchGang. Euh, voilà. Et puis ensuite, retour Hong Kong. Et ça commençait, le Covid commençait. Donc, je suis retourné en Genève. On avait cette idée de concept avec Ahmad. Au début, on voulait faire un quantième perpétuel. C'était assez compliqué. Mhm. On avait cette idée-là. On avait déjà fait des rendus 3D, etc. Mais c'était une montre à, voilà, entre 40 et 100 000 francs. Mhm. Donc, on a dû trouver une idée très rapidement, parce que c'était le Covid. C'était impossible d'aller rencontrer les gens, les collectionneurs, ou même d'aller voir un fournisseur. Ok. Il fallait tout faire en ligne. Donc, on a eu cette idée de Mecha Quartz. Et je vais te dire après pourquoi, mais heureusement qu'on a commencé comme ça. Oui, parce que, j'allais dire, bon, l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, les collectionneurs, ils ont les moyens. Normalement, Bah ils justement, peuvent pas, ne pas trop regarder. Et du coup, vous n'avez pas choisi de sortir un modèle à 50 000 francs, comme il y en a c'était beaucoup et qui se vendent l'idée. bien, quoi. Ouais, c'était l'idée, mais avec ce Covid, tout s'est compliqué. Donc on a dû, avec les. Après, ouais, avec la Chine, etc., on a commencé à faire des concepts, contacter des gens. Et puis, de contact en contact, on a pu avoir des prototypes de nos pièces. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, le Moyen-Orient, en fait, n'achète que des montres à moins de 1000 francs chez nous. Ok. Ouais, c'est vraiment méga quartz, méga quartz, méga quartz. Ah ouais, c'est la nouvelle tendance? Ouais, on pense que justement parce qu'ils ont des moyens ou autres, comme on voit à Genève, à la rue du Rhône ou autre, on pense ils ont les moyens, mais je pense que c'est plus pour des pièces qu'ils voient tout de suite physiques, etc. Donc là maintenant, on va ouvrir on est sur le point d'ouvrir un showroom Arabie Saoudite avec un bureau, puis même peut-être un retailer, donc une boutique là-bas multimarque, Mhm. et on va voir s'il y a une différence. Ça va être super intéressant parce que comme on a commencé en ligne, on a toutes les datas, on sait exactement qui est où, nos clients, combien on a de clients dans cette ville, qu'est-ce qu'ils aiment, quelle couleur ils aiment, etc. C'est ça qui est incroyable avec le e-commerce. Je pense qu'on a bien fait les choses au début. Ça veut dire que maintenant, on peut dire demain, on ouvre un showroom au Qatar. On sait qu'on a des milliers de clients là-bas qui sont prêts à acheter les montres. Et que là-bas, ils préfèrent un cadran rouge en 42 mm, alors Ouais, que ici, ce sera bleu en 39, quoi. ouais. Et nous, on est en 38 mm là et voilà, ils aiment beaucoup. Bah, typiquement, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. On se dit que c'est un marché où ils Ouais, achètent des gros diamètres très chers. ouais, Après, peut-être qu'ils ont déjà tout et qu'ils se disent, bon, maintenant, on va ouais. chercher des trucs un peu Et c'est plus. pour ça qu'on va voir si avec des boutiques physiques, ça va changer. Ça va être intéressant. Oui, parce que donc tu le dis, hein, e-commerce, Kickstarter quand même dans l'histoire, vous avez lancé ça en 2020. 2021. Ah oui, le modèle dessiné en 2020, en 2021 le Kickstarter est Ouais, lancé, 1 million. 1 million. Ça marche, c'est quand même pas, même s'il y a beaucoup de modèles sur Kickstarter, il y a beaucoup de succès sur Kickstarter, 1 million, c'est pas souvent C'est quand le même. top 10 des Kickstarter mondiaux sur l'horlogerie. Ouais. Mhm. Et encore, c'était c'était pendant le Covid. Bah, juste après, je crois. Ouais. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas eu encore de marque, ça avait bien descendu, quoi. Quand j'étais en Chine, on aidait aussi les marques qui voulaient se lancer en Kickstarter. Et puis tous les jours, il y avait 15-20 demandes, quoi, Mhm. de nouvelles marques. C'est énorme. Même quand on va maintenant à la Wind Up Watch Fair à New York ou autre, c'est des salons horlogers, il y a, je sais pas combien, 150 marques, 200 marques. Moi, je connais pas la plupart. Enfin, maintenant, oui, mais Mhm. avant, c'est vrai que c'est énorme. Il y a tellement de micro-marques, ce qu'on dit micro-brands, ce qu'on appelle. Et comment t'as fait alors pour être au milieu de de Ouais, cette masse, apparaître et faire un ouais. million Kickstarter, en fait, il y avait des apps comme Clubhouse à l'époque. Mhm. Ah oui, on Euh, pouvait parler là, des voilà. chats vocaux, là, Bah, ouais. on a fait un Clubhouse et ils étaient 200 à nous écouter, Amad et moi.
grâce à, je crois, Roy Davidoff, Ok. voilà, à la boutique Davidoff Brothers à Genève. Ils nous ont aidés depuis le début aussi. C'est des collectionneurs Mhm. de base. Et puis, ils nous ont dit, viens sur cette app, on va parler. Puis on a présenté en fait la marque et le Kickstarter qu'on allait faire sur cette app. Donc Ok. déjà, il y avait des collectionneurs dedans, quelques journalistes, etc. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un journal, en fait, papier, avec du papier saumon, etc., où on présentait la marque, l'histoire, etc. C'était notre kit de presse. Ok. On a envoyé des prototypes à des journalistes, des collectionneurs avec ce journal, au lieu d'un email, parce qu'ils doivent en recevoir 10 par jour. Mhm. Et du coup, ça a fait ce petit côté en plus, un peu plus posé. Puis ils étaient là le matin avec leur café, ils lisaient le grand journal. On continue toujours à faire ces journaux. Et ouais, ça a marché comme ça. Puis on a beaucoup parlé à des collectionneurs avec nos contacts à nous, qu'on avait dans l'horlogerie, et à MAD aussi. On a pu parler directement aux collectionneurs, avoir des retours et des feedbacks constructifs, critiques. Nous, c'est tout ce qu'on voulait. J'avais dit au New York Times et d'autres, voilà, on veut juste des critiques constructives. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Puis ils ont dit, ouais, c'est trop cool, on va faire un article, on va écrire. On a eu beaucoup de médias gratuits, Ok. dont le New York Times, Vanity Fair, etc., qui nous ont aidés. Avec Déjà, j'ai zéro, une belle page en plus, je l'ai toujours à la maison. Ouais, avec zéro budget zéro marketing. budget. Ouais, c'est fort. J'ai mis zéro dans le marketing. Et du coup, vu que tu avais tâté le terrain avant, tu savais qu'il y aurait du succès, j'imagine. Tu te doutais, t'espérais. J'avais sur Instagram 5000 followers, donc avant le Kickstarter. Et Ok. puis sur le Kickstarter, il y a une page qu'on peut faire avec des intérêts. Puis on Mhm. avait 1000 intérêts. Ah, Donc ok. on Ouais. sait que c'était des gens quand même intéressés. Et après, on a fait tout un système d'email avec voilà, des logiciels d'email où on peut récupérer les emails s'il y avait des intérêts plus tard. Puis Pour on a commencé relancer. comme ça. Mais le problème, c'est que j'étais tout seul à la maison. On a reçu 2000 commandes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai même pas de logistique, etc. Enfin, on était en train de discuter de logistique, mais Mhm. je me suis retrouvé avec tout ça. Donc, du coup, ça fait 2000, comment ça fait? C'était combien? 1800 personnes qui m'écrivaient un email. Donc c'était 1000 Ouais. par mois d'emails. Puis après, ils n'ont pas qu'une question, mais il fallait répondre, etc. J'étais tout seul à répondre. Il fallait trouver des moyens pour optimiser, automatiser les choses. Mhm. Donc on a trouvé des logiciels qu'on utilise toujours d'ailleurs. Et une équipe aussi Customer Service qui est basée en Serbie. Ok. Et depuis 4 ans, elle nous aide. Magnifique, ils sont 4 là-bas et ils répondent à tout. On les a même formés un peu à l'horlogerie. Ok. Du coup, ils nous aident tous les jours. Ils répondent à des dizaines et des dizaines d'emails tous les jours. Mais au début, il fallait trouver des solutions. Tout seul, c'est presque impossible. Donc, il y avait des solutions de logistique. Ils géraient l'assemblage, la logistique avec. Il y avait euh, logiciel d'email. Il y avait une application qui permet de combiner les messages qui viennent d'Instagram, Facebook, email, etc. sur une seule app. Mhm. Et ensuite, on peut répondre automatiquement avec des messages et des réponses préenregistrées. Et ça repart sur l'app. Et ça repart ça dit qu'est-ce que le client a commandé à droite, etc. Le Ouais. tracking number. On peut vraiment tout gérer. Mais ça m'a beaucoup aidé. Parce que même rien que d'écrire bonjour, virgule, blablabla, best, rien que de préenregistrer le bonjour Mhm. et le salutation ou autre, ben voilà, ça gagne 10 minutes, quoi. Et t'espérais en vendre combien? Globalement, t'avais tablé, t'avais estimé à combien? 500, 300, 500. Ouais, et du On coup? avait mis un objectif à 75 000, on s'est retrouvé avec 1 million 8. Parce qu'après, il y avait une application, après Kickstarter, où on devait récupérer les adresses des gens. Parce que Kickstarter, on récupère rien. Mhm. Euh, Ça s'appelle Pledgebox, on a utilisé. Et c'est une application qui permet de récupérer adresses et faire en plus de l'upsell. Si vous voulez rajouter des bracelets, des accessoires et tout, on avait vendu ça, on a fait 200 000 francs de plus d'accessoires. 1 million 2, voilà. Ah, 1 dis donc, tu million t'es 2. bien formé à Los Ouais. Angeles alors. Ouais, non, ça c'est YouTube, podcast, euh, livre audio, tout seul. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, comment c'est super, tu te dis, mais faut les produire, quoi. Ouais, là, Comment tu fais pour passer voilà, après de. on avait déjà les prototypes, etc. Puis ça a roulé. Et on n'avait même pas de retard, etc. Les gens étaient super contents. Puis après, ça a fait un engouement, beaucoup plus de followers sur Instagram. Mhm. Et 6 mois plus tard, on a fait en juillet.
6 mois plus tard, on a gagné le GPHG, Grand Prix d'horlogerie de Genève. Et Mhm. juste après, en décembre, on a fait une précommande. On a fait 6000 commandes. Donc on a fait en 30 secondes, là, 1 million. Ok. 1 million en 30 secondes. Ouais, donc. Et après, on a fait 6000 commandes en 10 jours. Alors, ça se passe comment là pour les précommandes? C'est tu renvoies ta base d'abonnés, enfin de clients que tu avais créé, tu leur dis on va sortir un truc, Ouais, faut se dépêcher. ouais. Non, c'est bien parce que en fait, les précommandes, ça permet de ne pas surstocker ni surproduire. Mhm, bien Pour une sûr. jeune marque, c'est parfait pour débuter. Après, pour construire une marque, c'est un peu plus compliqué. Même si après, on a des retailers, etc., il faut quand même, je pense, avoir une base, une collection permanente. Mais les précommandes, c'est incroyable. On ouvre le site 2 jours, 5 jours, 10 jours, etc. Et on accepte le nombre de commandes qui arrivent. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, comme ça, il n'y a pas de liste d'attente. Mhm. Ouais, pas de liste, on va pas promettre quelque chose. Tout le monde aura sa montre, en fait. Tous C'est ceux qui juste... ont réservé dans le créneau, ils Ouais, l'ont. ouais, voilà. Mm. C'est juste qu'ils doivent attendre, mais au moins, ils sont sûrs de l'avoir. Et maintenant, on fait ça. On fait une fois par année des précommandes. Mais c'est super, parce que ça fait une édition limitée, après, du Du nombre. nombre de Ouais, commandes, ouais. Tu sais pas à et on l'avance. va plus la refaire après. On dit, on la refait plus après. Ouais, bah ça, évidemment, ça crée l'envie Et du coup. ça crée l'envie, ouais. Mais pour débuter, je trouve que c'est top. Mais que maintenant, il y a une collection permanente. Ouais. Donc, on peut aller sur le site, on peut commander Ouais. une montre. Vous avez du stock du coup, ça? Ouais. Là, Ouais. on a lancé les 2 Mecha Quartz, nouveaux Mecha Quartz, il y a quelques semaines. C'était déjà sold out pour un. On a relancé une production. Euh, mais voilà, mais le Mecha Quartz, c'est super intéressant. Je sais pas si on peut en parler Bien sûr. maintenant, mais on a commencé avec ça parce que l'histoire, c'était de se dire, s'inspirer des travaux de François Borgel, qui était l'artisan boîtier Mhm. très connu. Il a fait les Patek, il a fait Movado, il a fait plein d'autres marques. Il a créé le boîtier étanche du chronographe à l'époque. Il a fait un brevet là-dessus. Et c'était de se dire, si on avait pu le rencontrer dans les années 50, 40, 50, comme les autres, où on en serait aujourd'hui? Est-ce qu'on serait oublié, comme certaines grandes marques qui ont Mhm. été voilà, faillites? Ou est-ce qu'on serait aux côtés des plus grands? C'est un peu ça le truc. Et puis d'avoir ce même niveau d'exigence euh, en termes de finition horlogère, parce que je viens quand même voilà, avec Dominique, c'était comme de la haute horlogerie, Mhm. d'avoir ce niveau d'exigence appliqué à, à tous. On essaye de démocratiser aussi les complications et démocratiser les finitions. Donc, trouver des solutions techniques pour, même à l'intérieur de nos méca quartz, il y a du perlage à l'intérieur, c'est fini perlé, l'aiguille courbée, euh, glace saphir bombée, enrayable, etc. On va vraiment à fond sur les proportions et les finitions. C'est ça un peu notre but et c'est ça qui a plu avec le Mecha Quartz. En plus, le Mecha Quartz, c'est très fin. C'est un mouvement qui est fin. Si on avait pris un mouvement mécanique chrono, bah, c'est super épais. Puis le Mhm. prix, hein, c'est impossible de faire des. C'était tout de suite du 2-3 000 francs, je pense. D'accord. Et Parce donc, que, voilà. l'idée, c'était de baisser le prix du mouvement pour pouvoir garder le niveau de finition que tu voulais dans le range de Non, prix on que tu voulait voulais. un chrono qui avait une histoire derrière, un mouvement chrono. Et le mouvement Mecha Quartz, l'histoire, c'est que dans les années 80, avec la crise, aux alentours de la crise du quartz, il y a Piguet et Lecoultre qui ont travaillé sur le Mecha Quartz. Donc, Mhm. ils voulaient. Il y avait le quartz qui était dans l'horlogerie à ce moment-là. Et ils ont créé un module mécanique sur le quartz voilà, pour que l'aiguille soit plus fluide et pas qu'il se tic-tac. Et Breitling l'a utilisé, IVC, je crois, euh, et Lecoultre, Gégère Lecoultre. J'ai une petite Gégère Lecoultre méca quartz au bureau, Ok. méca quartz, quoi, suisse. Mais il y avait voilà, les Japonais et les Suisses un peu en même temps. Seiko a pris le lead après. Je pense que c'était parce que voilà, la Suisse était un peu morcelée en plein de petites entreprises. Il n'y avait pas trop comme le groupe ETA à l'époque. Mhm. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'était super intéressant de dire que c'était aussi suisse. Et en plus, c'était un super mouvement très fin. Ça nous permet d'avoir un feeling de chrono mécanique à un prix abordable. C'est C'est- un peu la seule option aussi qu'on avait. Mais le méca quartz, il est suisse là? Non, non, il Ah est ouais, japonais. ouais, Ouais. c'est ça. Impossible de le Oui, retrouver en Suisse. ok. Ouais. Il faudrait beaucoup de moyens pour le refaire et même les groupes un peu réticents. Bah ouais, ils ont pas tellement d'intérêt, eux, ils sont Non. partis à fond sur tout ce qui est mécanique en disant, au contraire, on s'éloigne de tout ce Ouais. qui a le mot quartz dedans, quoi. Après, Seiko, voilà, c'est le Ah, Rolex aussi ah, japonais, Grande Seiko, ah bah etc. Grande Donc, Seiko avec son Spring Drive, c'est clair que. on a zéro retour presque sur le Mecha Quartz. Hmm. C'est juste, voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est top comme mouvement.
Bon, après, il y a eu quand même du l'ajout Perret, du Peseux, et puis donc la pièce dont tu parlais pour Only Watch. Là, on est quand même, on est Ouais, passé du méca alors quartz, c'est on a pour fait le grand montrer, écart là. voilà. En fait, on a pu montrer là qu'on sait aussi bien faire du méca quartz que développer une complication quantième perpétuelle séculaire. Il y a que 4 marques ou 5 marques dans l'histoire de l'horlogerie qui ont fait ça, dont Anderson, Genève, Patek, Franck Muller, etc. Et nous. Et du coup, on a créé le plus simple. Pour moi, c'est le plus simple du monde, séculaire, et le moins compliqué, et le plus aussi sain peut-être en termes d'assemblage. Il y a que 25, il y avait que 25 composants pour Ok. le séculaire, donc ça tient compte des années bissextiles et séculaires, chaque 100 ans. Mhm. Et du coup, ça en fait c'est plus complexe qu'un quantième perpétuel. Ok. Et on a pu montrer qu'on a fait ça. Il y a un brevet dessus avec Dominique et Julien Tixier. Et ils ont fait la montre en e-watch. En fait, on n'avait pas assez de temps pour parler à des fournisseurs, à avoir des prototypes par des fournisseurs. Ok. Du coup, on a dû le faire à la main. Ils ont tout fait Ils en ont tout interne, fait quoi. de A à Z à la main parce qu'on n'avait pas le temps. Voilà, donc en fait, ça en fait une pièce unique faite main, juste parce qu'on n'avait pas le temps Elle de s'est faire vendue ça. combien en e-watch? 130 000, 130 000. c'est le quatrième plus gros résultat en termes de pourcentage, etc. Ok. Il y avait Richard Mille, Audemars Piguet. Mais top, quoi, franchement, on est super content de ça. Et puis ça montre aussi que notre volonté à démocratiser les complications, parce que sur ce mouvement, on a utilisé le mouvement L'Ajout Perret, Mhm. et on a développé cette complication qui soit adaptée, adaptable au mouvement L'Ajout Perret. Ok. Et L'Ajout Perret, top, 68 heures de réserve de marge, donc il y a de la patate pour créer des complications dessus. Il est fin, pas beaucoup de retour, 1,15% de retour, c'est rien. Et voilà, on a ça. On a aussi le Celita avec le flyback, Mhm. Chronona Flyback, qu'on a lancé avec Revolution et Auro Montanari, collectionneur italien. Donc c'était une belle histoire aussi à raconter. Et le peseux, parce que peseux c'est super, c'est petit mouvement ultra fin, 2,5 mm. Parce que j'avais acheté une petite disco de mon ami Joël Laplace, Mhm. Jojo la Jojo montre, la ouais. montre. Ouais, j'achète pas mal de montres. Et du coup, il avait une petite disco, je pense qu'elle est en 33 mm, en or, etc. Et puis je me suis dit, ouais, il faut vraiment qu'on fasse ça en moderne, quoi. Ok. Puis il n'y en avait pas trop sur le marché comme ça, donc on a fait une disco moderne avec le peseux. On a voulu le retravailler finition main, terminaison main, et c'est fait à Meyrin, Ok. terminé par quelqu'un qui travaille avec sa fille. Et ils finissent les deux à la main le mouvement. On a redessiné les ponts, vis poli bloqué, roue de couronne bloquée, anglage main, pour moins de 2500 francs. Là aussi, c'est une volonté de nous. Voilà, la marge elle est bien réduite, Mhm. mais au moins on peut proposer un mouvement terminé main, comme l'a fait Blancpain. Il a utilisé le peseux à l'époque. Il y avait une super histoire à raconter parce que la fabrique d'ébauche de peseux est devenue après le groupe ETA. Ok. Voilà, donc c'est un des premiers mouvements qui a été moteur pour l'industrie horlogère suisse. C'est un mouvement qui a été super utilisé, ils s'étaient inspirés des plans de montre de poche, donc c'était très robuste et c'était un petit tracteur. Donc ouais, c'est super comme mouvement, on en a toujours et on va sortir, là je l'ai au poignet, on va sortir une disco cadran Onyx et diamant laboratoire en septembre. Ok. Ouais, Elle c'est sera peut-être déjà sortie quand vous déjà écoutez ce sorti. podcast, mais on l'a en avant-première. Et du coup, tu arrives quand même à te dégager de la gamme de prix dont Mecha Quartz, qui est quand même moins cher. Tu arrives sans perdre les gens à dire on peut monter à 2 à 3000. Non, parce qu'on a commencé en méca quartz, il y avait des collectionneurs, mais les plus gros collectionneurs du monde nous ont suivis après sur les différentes gammes. Ok. Donc c'est super de voir ça. Il y a même des jeunes passionnés qui ont acheté le méca quartz et puis maintenant ils veulent voilà, notre première mécanique, puis ils nous ont suivis. Il y en a un qui a toutes les montres de notre gamme. Vraiment, c'est super de voir ça parce que en fait, on n'a pas de persona, si on veut, dans la marque. On a aussi bien des jeunes de 15 ans que des collectionneurs de 80 ans Qui ont tout eu. qui ont tout dans leur coffre. Ils ont tout. Il y en a qui ont acheté aux enchères. Ben voilà, et c'est des collectionneurs incroyables, quoi. Et c'est super parce qu'ils ont aussi des mecs à quartz quand ils voyagent. Ils prennent leur mec à quartz Mm. à Londres ou Paris parce qu'à l'époque, il y avait aussi, bah, encore maintenant, les vols. Mhm.
à l'arraché, donc ils sont bien contents d'avoir une méca quartz et ils n'ont pas honte de la porter en dîner collectionneur parce que d'autres collectionneurs l'ont aussi. Ça, c'est super de voir ça. Bah, les apporter les super, j'avais eu un prêt et tout, Ouais. j'avais fait une petite vidéo dessus, franchement, un plaisir, j'ai regretté de la rendre. Bon, on a vu ton parcours, dans l'horlogerie, enfin, dans ta marque avec, Furlan-Marie. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder un peu ce que ta vision globale de l'horlogerie, ce que tu en penses, comment tu travailles? Alors, on va reparler un peu de ta marque quand même. Concrètement aujourd'hui, être la moitié de Furlan-Marie, ça veut dire quoi? C'est quoi ton rôle exact, aujourd'hui? Je pense que c'est plus toi qui réponds aux mails, Ouais, un petit peu un aussi, peu quand ouais, bien même? sûr. D'accord. Je Mais, regarde toujours. tu t'es gardé une casquette qui te plaît plus que les autres, j'imagine? En fait, je veux toujours garder cette partie création, design. Je l'ai un petit peu, bah, moins qu'avant, bien sûr, parce qu'avant, il y avait de la photo à faire, du marketing, et cetera, plein de choses. Un peu de tout, en fait. Fallait bien, créer le chose avec Amad, donc mais maintenant, j'aime beaucoup aussi peut-être avoir ce rôle de plutôt chef d'orchestre. On va pouvoir avoir une vision globale de de, de toute l'entreprise. Mais comme j'ai pu faire de la logistique, des cartons, des même, bah, coder, une partie du site au tout début ou, apprendre tout ça, mais en fait, ça me permet de travailler avec les équipes de manière, super structurée et puis, on a embauché maintenant des talents qui sont beaucoup plus performants que moi dans leur domaine et du coup, Mmh. ça m'aide aussi à comprendre plein de choses différemment. On a un designer aussi maintenant, quelqu'un qui fait du contenu, de l'opérationnel, de la finance, sales maintenant et puis du coup ça voilà, donc j'aime bien avoir cette casquette maintenant de chef d'orchestre, mais c'est vrai que je fais un peu moins de tout, en fait. D'accord, mais comme ça, tu as une vision un peu de tout, puis tu peux avoir la notion des contraintes pour les Ouais, équipes, je quoi. ressens bien les choses maintenant parce qu'on peut ressentir, si la personne a, voilà, l'intensité qu'on lui donne. Je vais pas commencer à lui, demander, des choses, impossibles parce que j'ai fait ça peut-être, Mmh. un peu au début donc je me dis, «Ah, faut pas que j'abuse, à ce niveau-là» et puis je sais qu'il faut pas aller trop loin, mais il faut quand même pousser donc un peu c'est sympa d'avoir pu faire, ça au début. D'accord. Bon, tu expliquais que faire juste une petite partie d'une voiture, ça te frustrait. Aujourd'hui, est-ce que tu fais tout dans la montre? Est-ce que tu as ou est-ce qu'il y a quand même des moments où on dit: «Non, ça on peut pas faire, ça, arrête, c'est une bêtise, pas tout de suite, une prochaine fois»? On a fait beaucoup de choses, hein, en 4 ans. Il y en a, ils nous disent, voilà, on dirait que vous avez 10 ans, Mmh. 15 ans de boîte parce D'existence, ouais. qu'on a fait énormément de trucs, plein de collaborations, des éditions limitées, et voilà, on doit un petit peu calmer quand même. Donc, on se calme maintenant. Mais c'est vrai que, non, je pense que c'est différent. On travaille dans le tout, mais différemment, de manière même plus ciblée dans certains domaines. Donc, je suis super content de pouvoir faire ça maintenant. Mais maintenant, mon but, c'est aussi de développer. Comme Ahmad, il est seul en Arabie Saoudite, tu lui réponds sur Snapchat. Ils sont presque tous sur Snapchat là-bas. Il y a 20 000 personnes qui le suivent en live sur Snapchat. Et du coup, lui, il répond tout seul à Instagram Ah, il répond à Insta, je lui ai à il m'a déjà Instagram. répondu. Moi aussi, je suis toujours sur Instagram tous les jours pour justement sentir et prendre la température. Les reviews aussi, dès qu'on a une review, on répond, etc. On a moins de 24 heures de délai de réponse. OK. Et email aussi, des fois, je regarde beaucoup moins le support maintenant, mais toujours. Ouais. Et alors, c'est quoi la meilleure partie de ton job? Est-ce que c'est de dessiner la montre? Est-ce que c'est de recevoir le premier proto? Est-ce que c'est de livrer le premier? Est-ce que c'est de voir le site, les préventes qui s'accumulent? C'est quoi le mieux? Ouais, allez, un peu de tout. Il y a l'excitation de quand on fait une précommande, stress et excitation. Quand ça fonctionne bien, c'est magnifique. On voit qu'il y a de la demande. On a fait du bon travail. Mmh. L'équipe, en termes de contenu, on fait beaucoup plus de contenu très détaillé, etc. Et, bah, d'avoir un prototype, dès que je reçois un prototype de cadre en haut, c'est Noël Mmh. Bah, au oui, bureau j'imagine. parce qu'on ouvre les cartons. Et puis là, ils sont super bien emballés. Puis on regarde, il y a les cadrans, les aiguilles. On est avec la grosse loupe en train de regarder ça. Parce que nous, on n'a pas honte. On met une immense loupe au showroom pour les clients. Puis ils voient leur méca quartz comme ça. Mmh. Des fois, on en offre aux clients. Puis on n'a pas du tout honte parce qu'on est hyper serein sur nos finitions. Euh, mais ouais, le fait de recevoir un prototype, même une version 3D en plastique du prototype, des fois je la mets, je lui mets un bracelet, puis je la porte quelques fois, justement pour voir les proportions. Ouais, la On a présence fait et ça tout. avec la disco, voir si c'est pas trop gros, trop petit, on a dû changer des choses. On fait d'abord
tout ce qui est 3D en interne avec du dessin, etc. Plastique 3D pour la porter. Et puis ensuite, on regarde si ça convient, on prend le feedback de certaines personnes, toujours avec des collectionneurs aussi. Et après, on commence sur un prototype final. Et nous, nos protos sont plus ou moins finaux, des pièces presque à vendre, parce qu'on n'a plus trop besoin de changer. Ok, justement, c'était une question je me pose à chaque fois. Parce que des fois, il y a des marques qui regrettent et qui rachètent après des modèles qu'elles n'ont pas. Ouais. Bon, du coup, le modèle Only Watch, il n'est plus dans le bureau. Mais est-ce qu'il y a un petit musée Furlan-Marie avec un On, modèle de chaque on essaie de faire un modèle de Ouais, chaque. Ouais. Il y a même des fois, on n'a pas pu, donc il y a mes propres montres proto qui sont au showroom, parce que j'ai pas de. Non, on n'a pas de modèle de ça. Mais par exemple, le QP, ben, on l'a pas, c'était une pièce unique. Rien que le bracelet en maille a été fait pièce par pièce, maillon par maillon, ouais. par Laurent Joliet, qui est à Genève. C'est un des derniers chaînistes d'Europe ou du monde. Et il a tout fait à la main. C'est des tiges d'argent. Il vient faire des torsades. Ensuite, il va en faire une centaine de torsades. Il les met ensemble, il coupe. Ouais. C'est incroyable. Donc il n'en a pas fait deux, quoi. Non. Ah non, en plus, on pouvait pas trop. C'était Ouais, assez coûteux, mais oui, j'imagine. En tant que designer, du coup, quelle est l'importance que tu accordes à la mécanique? gagné. Tu me parlais du méca quartz, ça te dérange pas, Ouais. mais t'es pas, mais t'es quand même intéressé, je veux dire. Ça C'est, dépend, ouais. Ça dépend des histoires et des projets qu'on a ensemble. Des fois, pour le Mecha Quartz, c'est plus l'histoire qui va nous intéresser. Donc, on va parler du design, de l'histoire, de l'esthétique de la montre, des détails, finition, etc. Et par contre, quand on va partir sur un QP, quantième perpétuel ou disco, volante, on est parti de la mécanique pour Mhm. créer le design. Ok, On est parti voilà, du module, etc., de l'invention, et ensuite on a construit autour la boîte. Et puis comment, par exemple, le module du quantième perpétuel était déjà fait, on a mis un cadran dessus, on a ouvert, en fait, c'était du squelette avec deux compteurs, parce qu'il n'y a que deux compteurs sur le quantième perpétuel à 9 heures et 3 heures, mhm. et c'était beaucoup trop simple en termes d'esthétique, parce que voilà, on a trop simplifié la complication. Ok, On a beaucoup trop simplifié, il fallait la complexifier, donc on a ouvert les cadrans, les compteurs, pour voir un peu du mouvement et la mécanique. ok, Et après, on a adapté pour voir que la bague, il y a une bague périphérique, on a essayé de la montrer à la personne, donc on a adapté le design autour de ça. Donc ça dépend des projets, des fois on part de la mécanique, ok. comme la disco, parce qu'on voulait quelque chose de très fin, ou des fois on part sur une histoire horlogère et ça nous intéresse. Puis, voilà. Donc il y a quand même un intérêt pour ce qui fait tic-tac, quoi. Ah oui, c'est Il y a sûr. pas que Non, non, l'objet non. en lui-même qui t'intéresse. Non, c'est l'histoire, le souvenir aussi. Il y a toute cette partie que j'adore où une montre, après, on va créer un souvenir, une histoire avec. Il y a des gens, ils viennent au bureau, c'est leur première montre, ils viennent en famille, c'est la première montre de l'enfant. D'autres, c'est pour un cadeau de mariage, donc ils Mhm. sont les deux à venir. On a créé une expérience d'assemblage où les gens peuvent assembler leur propre montre Ah, trop bien. en vieille ville. Du coup, les gens, ils peuvent voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de la montre, le perlage, etc. et monter leur propre montre et repartir avec quelques heures après. Ça, c'est top, comme pour créer un souvenir avec un produit après, pour le raconter à d'autres. Et en parlant de créer un souvenir, il y a un projet. Alors, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, tu vas me dire. Vous aviez lancé quelque chose de participatif où on pouvait voter Ouais. pour. Mais alors, ça en est où? Alors, On on a pouvait lancé voter la pour le design, j'explique un peu. On pouvait voter si on bah, voulait. semaine prochaine. Donc, alors, on est en juillet. Ouais. Semaine prochaine, c'est le round 2. Ah, ok, d'accord. Ouais. En fait, on a beaucoup travaillé. Là, on a fait le round 1. On a reçu, il y avait 20 000 intérêts, plus de Mhm. 20 000, 23 000 intérêts. Beaucoup d'Amérique. Là, c'est une première parce que normalement, c'est plus Moyen-Orient, Europe, Asie. Ok. Là, c'était vraiment beaucoup d'Américains, parce que je pense qu'ils adorent ce genre peut-être ce challenge. Et du coup, on a posé des questions et on sait, on a énormément de demandes sur, voilà, on a des pourcentages. Il y a des votes, par exemple, les gens ont choisi la 38 mm. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi c'était un cadran plutôt simple, avec des index simples, une boîte simple et des cornes simples. Voilà, c'est ça qui est ressorti. Automatique, pour la plupart. Parce qu'en Amérique, on voit que c'est beaucoup d'automatique et de mécanique qui ressortent. Mhm. Moyen-Orient, c'est très méca quartz. Asie, méca quartz et mécanique. Mais Amérique, c'est toujours très mécanique. Donc, on va faire une montre en ce sens-là. Et maintenant, on a travaillé sur 3 boîtiers dessins,
3 concepts, et puis c'est eux qui vont choisir. Donc voilà, les votes qui seront choisis, on va faire ensemble cette montre, on va co-créer la montre avec eux. Après, on va travailler sur un design. Ils pourront choisir même les couleurs. Il y aura combien d'étapes en tout, tu sais ou pas? Je pense, ça dépend, mais 3 ou 4. Ok. Ouais, puis entre deux, il y aura on va montrer le processus créatif. C'est jusque-là aussi, on a eu tellement de commandes et de, de projets qui sont sortis entre deux. On doit placer Jongler un peu avec tout, quoi. ouais, on doit placer la chose. Mais c'est trop malin parce qu'au final, comme ça, vous avez une vue du marché de On ce a que les toutes gens les veulent. datas après, ouais. Les gens, ils ont la montre qu'ils veulent et après, ils passent à la caisse, quoi, ils l'achètent, quoi. C'est trop On bien. sait clairement, par exemple, le deuxième choix, je sais pas, j'invente, mais titane. On sait que les gens, ben, si on fait une boîte titane, ça peut fonctionner. Ouais, On c'est. sait qu'il y aura de la demande. Ça a été déjà fait, parce que moi, j'avais Je crois pas pas pour avoir une vu comme marque. ça. J'ai pas vu pour une marque. Mais en tout cas, j'ai participé, je dis, oh, c'est trop malin. Puis après, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, mais c'est ouais, d'accord, parce qu'il y a un peu de temps Ouais, entre on a chaque pris étape. un peu de temps maintenant, Ok. on va être un peu plus sérieux. Oui, parce que tu es quand même quelqu'un d'occupé. Je lisais un article sur toi dans Bilan. Alors, le chapeau de l'article, c'était depuis la création de sa marque en 2021, Andrea Furlan a vendu plus de 31 000 montres. Mm. C'était le Ouais. plan au début? Non. Non, mais les précommandes et éditions limitées, ça fait une telle communauté autour du produit. Maintenant, on expand aussi, c'était tout en ligne, hein. Mhm. 3 ans, 31 000 montres, et là, c'était tout en ligne. Et maintenant, on expand à du retail un peu plus, pas trop. Ça m'intéresse pas d'être dans des malls ou des gros centres commerciaux. Mhm. On est perdu. Là, on veut vraiment contrôler aussi ce niveau-là. Donc, petit à petit, on a ouvert l'Australie, Londres, la New York, il y aura l'Arabie Saoudite. C'est aussi des multimarques. C'est des concepts, ouais, des concepts multimarques. Il y a l'aéroport de Genève et un petit pop-up. Là, si tu Ok. passes à l'aéroport, il y aura le petit pop-up Furlan-Marie avec les discos et 3 aiguilles. On va ouvrir notre showroom en septembre. Fin septembre, on ouvre notre showroom à Tokyo. Donc on a une table de chaise, mais c'est à Tokyo Ginza. Et on va travailler avec les Japonais. Il y aura un employé qui parle japonais. On va travailler avec eux, avec la communauté là-bas, pour développer le marché retail, mais aussi showroom. Donc une expérience très privée. Ok. Et la montre, par exemple, elle sera même pas envoyée au client directement. D'abord au centre logistique, inspectée, etc. Une fois que tout est bon, on l'envoie au client. Il faut être super. Oui, ils sont Comme ça, carrés, les Japonais, ouais, les là-dessus. Japonais, il faut pas. Bah, après, c'est aussi la limite du web, c'est que les gens, des fois, ils veulent la passer au poignet, voir s'il y a le feeling ou pas. Du coup, Ouais. c'est la. Ouais, de plus en plus, on voit les vitesses d'achat, donc à moins de 1000 francs, moins de 1500, ça va très vite. Mais là, plus de 1500, 2000, les gens aussi, on commence à avoir des demandes plus de questions du type, voilà, j'aimerais bien essayer la montre Mhm. avant, etc. Donc c'est pour ça que Disco, Flyback aussi, on va pousser aussi chez les retailers pour que les gens puissent l'avoir. Ouais, l'essayer. Ouais, Même mais s'ils l'achètent l'essayer. pas sur place, après, ils l'achètent sur la boutique en ligne, Ouais. ça t'arrange. Non, non, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Trop bien. Allez, on passe au petit jeu parce que le temps file. Donc, le concept, c'est je te donne une situation Mhm. et tu me donnes la montre idéale à Ok. porter dans cette situation. On n'est pas obligé de citer des Furlan-Marie. Tu peux, Bien sûr, bien t'es sûr. libre. Voilà. Alors, on commence avec la montre idéale à porter pour un mariage. Un mariage. Alors, moi, je penserais une montre qui a appartenu à un membre de la famille, par exemple au père ou au grand-père. Et Ok. comme ça, le jour même, c'est ce que j'ai fait pour mon mariage. Et du coup, j'avais la montre de mon grand-père. Puis voilà, ça m'a rappelé plein de souvenirs aussi à ce moment-là. Donc, si la personne, ça lui rappelle ses parents ou autre, ça sera encore plus présent. Ça sera un beau moment, en fait. Beaucoup plus présent. Et puis ça rajoute de l'histoire à la montre. Ça rajoute de l'histoire aussi. Ah, trop bien. Bonne idée. Mm. Une montre à offrir pour les 20 ans de son fils. 20 ans de son fils, je dirais un budget 3000, ce qui est déjà beaucoup, mais 3500, je dirais une Tudor Black Bay, très bien. C'est pas comme Rolex, mais c'est tout aussi bien. Il n'y a pas voilà, bon, moi je suis pas là-dedans, mais statut, etc. Toutes ces Mhm. questions autour de ça qu'il pourrait avoir dans son école ou dans son environnement. Et Tudor, c'est une très belle montre de bel outil. On peut faire plein de choses avec. Donc, et c'est aussi bien en soirée qu'en aventure. C'est parfait, je trouve. Ouais, c'est mon plan. Je l'ai acheté pour la naissance de mon Ouais, fils. voilà. Alors, j'avais pas prévu de le filer à ses 20 ans. Je voulais la garder un peu plus, mais. Pour les 40 ans de son frère, qu'est-ce qu'on lui offre? Je dirais une pièce unique. Ouais, bon, quand je pense à mon frère, je dirais, voilà, je vais lui faire une pièce unique, par exemple, Ouais, mais c'est pour facile, toi, t'as une marquer. marque, toi. Ouais, mais peut-être même une autre marque ou quelque chose de différent, avec un cadran différent ou un truc Ok. qui marque. Ouais, une montre
personnalisé un peu plus. Donc ça peut être même une. Après, ça dépend du budget, hein. Moi, je suis vraiment dans le micro-marque ou moyen ou haut de gamme. À 40 ans, on peut aussi s'offrir une belle Patek Calatrava. Ou si on a de la chance, une petite Royal Oak édition boutique, cadran bleu, voilà. Il faut s'y 39 prendre, mm. faut s'y prendre à 30 ans pour Voilà, l'avoir pour les 40, mais c'est déjà trop tard, maintenant. pour les 70 ans de son père. Ben, je lui offrirais la montre de son propre père, que mon grand-père a, Mhm. légué. Je lui offrirais cette montre-là pour qu'il se remémore plein de souvenirs. Ah, c'est pas mal, ça saute les générations, hein. Une bonne idée. La montre idéale pour des vacances à la mer. Bon, la Tudor peut revenir, hein, mais... Ouais, ou une bonne vieille vintage Swatch de plongée, une Ok. plongeuse Swatch. J'en ai une au bureau, toute petite, sympa. Puis en plus, avec voilà, quand on transpire, on n'a pas besoin d'avoir un. Des fois, en plus, avec le bracelet acier, c'est sympa, mais voilà, on la sent. Donc, une Swatch, c'est parfait avec un petit bracelet aussi caoutchouc, ça passe très bien. Pour une soirée jet set. Voilà. Tu fais des soirées jet set un peu? Hop, je sais pas si. À Saint-Trope, allez, on va dire. Enfin, je suis pas très soirée jet set, mais je dirais une Hublot Rainbow baguette, diamant baguette Rainbow. Ok, ouais, je Ou vois le genre. pour être un peu plus low, jet set, mais low, plutôt une vintage, mais une disco vintage en or, par exemple, où c'est parfait parce que les gens vont venir vers toi regarder. C'est plus, ça fait un peu bijou aussi. Mhm. Donc, c'est parfait pour ça, ouais. Ou même une Furlan-Marie, cadran onyx et diamant baguette, Qui vient de sortir. qui vient de sortir. Et alors finalement, un daily, la montre idéale pour tous les jours, pour tout faire, pour faire du vélo, pour aller au boulot, Ouais. pour donner le bain aux gamins. Bon, moi, j'ai une Furlan-Marie Nero Sabia Mecha Quartz que j'utilise partout, même à la mer ou autre. Mais après, le bracelet, c'est un bracelet en cuir. Mhm. Mais si je devais choisir autre chose, daily, bah, moi, Rolex, une vintage, par exemple, c'est parfait parce que c'est une vintage. Déjà, c'est plus fin, donc on peut la mettre même au ski, par exemple. On peut la mettre sous le gant, ça passe très bien. Et puis en Mhm. daily, c'est une super tool watch. En plus, si on prend une GMT, c'est parfait parce qu'on peut aller On peut en voyager. voyage. C'est parfait. Moi, pour moi, c'est une montre absolue tooling. Trop bien. Et il nous reste 4 minutes si j'ai bien chronométré. Ouais. Donc on va passer au carnet d'adresses. Allez. Voilà, maintenant que tu m'as raconté toute ta vie, toutes tes rencontres, tu m'as dit que tu avais plein de collectionneurs, plein de collègues en contact, tu m'as donné des noms de tout le monde. Qui pourrait prendre ta place pour un prochain épisode, à ton avis? Moi, je pense à Pierre Biver, le fils de Jean-Claude. Mhm. Belle histoire à raconter aussi avec la naissance de la marque et puis le souvenir avec son père. Des souvenirs avec son père. Et sinon, Max Busser aussi, je pense que, voilà, de MBNF, parce que il a aussi une belle histoire. Je pense qu'il y a eu aussi plein de hauts et bas avant d'arriver là. Mhm. Et puis c'est aussi on se voit quand il est à Genève, parfois on se voit, on discute pas mal, et puis il m'a aidé dans pas mal de décisions. Donc, Je crois qu'il aide beaucoup les autres. J'entends souvent parler comme ça en disant j'ai discuté avec lui, c'était pas inintéressant, quoi. Non. Ok. non, il est super intéressant. Bon, deux personnes faciles à contacter, quoi. Il va falloir que tu me files les numéros. Bon, et ben, on n'est pas loin d'avoir fini nos 60 minutes. 60 minutes montre en main, c'est donc terminé. Prochain épisode dans un mois, normalement. Si tout va bien. En attendant, vous pouvez aller sur la page Instagram de Furlan-Marie, aller voir les nouveautés, aller commander la collection permanente, hein. Venir au showroom pour un café. Voilà, Aux eaux vives. ou pour monter votre propre montre si vous voulez repartir avec, ça c'est trop bien, c'est une belle expérience ça. Vous pouvez aussi vous abonner à une minute montre en main, ça mange pas de pain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci.